Self-Upgrade, le rendez-vous de ceux et celles qui ont choisi d'évoluer. Nous étudierons ici comment certains individus ont, par leurs actions, upgradé leur vie. Ils ont dû agir, aller parfois dans l'inconfort ou agrandir leur zone de confort. Soyez attentifs, concentrez-vous et rejoignez-nous. Je suis Jérémy François, votre hôte, et ma promesse reste inchangée, celle de vous confirmer que vous sortirez forcément grandi de cet épisode. Le moment est venu et je vous souhaite à tous et à toutes un bon upgrade. Ok. Salut Naïlé, Salut Jérémy. comment vas-tu? Écoute, ça va très bien, il fait un peu chaud, mais ça va. Un peu chaud, ok, ouais, c'est vrai que c'est la période. Donc moi, écoute, déjà, je suis très content de te recevoir ici, puisque comme je te le disais en off, on a des amis en commun qui savent pas que je t'interviewe, donc je pense que quand ils vont entendre le podcast, ils vont être bien contents, bien surpris, donc ça va être intéressant. Et puis du coup, ce que je pense, c'est que pour les gens qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, dire ce que tu fais, qui tu es, et puis aussi ton parcours, c'est intéressant, s'il te plaît. Yes, bien sûr. Alors moi, j'ai été diplômé en 2015 d'une école de commerce, et c'est après ça que j'ai commencé à faire un peu pas comme tout le monde. J'ai commencé à vendre des sites WordPress. Je sais pas, c'était un truc qui me donnait trop envie. Je voulais faire un peu de web, de dev, mais bon, bah, je suis issu d'une école de commerce, donc j'ai vendu des sites WordPress en freelance. Et au fur et à mesure, ben, les clients me demandaient ensuite d'aller faire leur SEO, leur publicité, etc. Et j'ai évolué vers un rôle plutôt, j'ai envie de dire, de traffic manager. Et ça a duré pendant 3 ans en tant que freelance. Ça a été vraiment le début de ma carrière. Ensuite, j'ai eu une intermède à Station F, où là, j'ai rencontré plein d'entrepreneurs pour Google. Je bossais en fait à Station F. Je donnais des formations sur le SEO, sur les Google Ads, etc. Et c'est comme ça que j'ai rencontré mon futur employeur, qui a été un peu ma principale expérience aujourd'hui, qui est Phantom Buster. J'ai fait 3 ans chez Phantom Buster entre 2020 et fin 2022 à peu près. Donc je suis rentré en tant que gros marketeur, le marketeur qui devait un peu mettre les mains dedans, identifier les différents leviers qu'il fallait prioriser, travailler la data, énormément la data. Il y avait beaucoup de données chez Phantom Buster, qui est donc un SaaS Product-Led Growth, donc avec une bonne traction. Et j'ai évolué sur un poste de manager au bout d'1 an et ensuite un poste de directeur au bout de 2 ans. Donc une expérience super complète, vraiment très sympa. Et depuis début 2023, là on est à l'été de 2023, donc je suis passé, je savais pas que c'était ça la définition, mais je suis solopreneur. Euh, C'est-à-dire que j'exporte pas mal sur des projets et j'essaie de voir là où j'ai le plus d'impact, là où je peux apporter le plus de valeur. Donc ça passe par la création de produits, une formation, là en l'occurrence dernièrement un micro-SaaS, et avec beaucoup de prise de parole sur les réseaux sociaux et en particulier évidemment LinkedIn. Ok, super. Très bien. Déjà, j'ai envie de te poser une question sur ça. Tu as dit que justement chez Phantom Buster, tu es passé en tout cas de growth marketer, peut-être, je dirais, très opérationnel, à un poste justement de manager. Est-ce que tu es team du coup main dans le cambouis ou team management? Écoute, c'est marrant parce que là je suis full main dans le cambouis, je suis complètement tout seul. Alors je me suis retrouvé avec 10 personnes, puis ensuite avec 30 personnes, à faire plus du tout d'opérationnel, mais être ma journée dans des discussions un peu stratégiques, dans des meetings, etc. Et, euh, et pour le coup, j'ai adoré ça. Je pense que au bout d'un temps, en tant que full opérationnel, j'ai besoin de passer sur peut-être un rôle peut-être plus stratège, plus manager. Et, euh, et sinon, j'aurais l'impression de faire le tour. Donc Ok. ça va dépendre. En fait, c'est un peu cyclique. J'ai l'impression qu'il y a un peu des espèces de cycles. Et à la fin, je suis content de revenir sur de l'opérationnel. Ok, ok, super. Ok, bah du coup, tu vois, tu as parlé de création de produits, effectivement, de soloprenariat. C'est vrai que je pense que c'est un terme qui, aux États-Unis, peut-être arrivé il y a quelques années. C'est vrai que c'est assez récent en France, cette espèce de soloprenariat. Et puis, je pense du fait aussi qu'il y a beaucoup, je mets des guillemets, mais d'experts qui arrivent sur le marché. Donc, au bout d'un moment, tu comprends que tu n'as que 24 heures dans une journée, que tu peux pas faire du consulting ad vitam aeternam, et puis que du coup, tu essaies justement de regagner du temps à gauche à droite avec des produits, justement. Ma question, puisque moi, je vois que tu as créé quand même pas mal de micro-produits, de micro-SaaS, est-ce que tu peux
au choix, hein, ou soit plusieurs, ou peu importe comme tu as envie, mais nous parler justement d'un produit que tu as créé, que tu as pris plaisir à créer et du pourquoi tu l'as créé. Donc, comment tu as validé ton idée, pourquoi tu as choisi ce produit-là, un peu de storytelling sur ce produit-là, quoi. Hmm. Bah écoute, il y a déjà le pourquoi j'ai voulu aller sur de la création de produits type micro SaaS. Bah, j'ai baigné dans ce milieu pendant 3 ans, dans un SaaS, donc Product-led Growth, où le produit génère en priorité la croissance avec de la masse potentiellement atteignable. Et je me suis dit, mais ce modèle, il est incroyable. Il est incroyable. Ton produit, à partir du moment où tu réponds à une pain et qu'il est cool, qu'il résout vraiment quelque chose, comme je viens de dire, il suffit de le marketer d'une certaine manière. Et ensuite de toujours être constamment dans de la data pour voir un petit peu là où il y a quelque chose à faire. Et donc je me suis dit, mais je sais pas, je trouve ça incroyable. Le modèle est quand même pérenne, c'est des coûts qui sont assez faibles quand tu as un SaaS, ça dépend évidemment, mais c'est du coût machine souvent, c'est du logiciel, donc tu peux scaler vraiment très très bien. Euh, et donc, en sortant de là, je me suis dit, bon, bah allez, go, quoi. Tu as la bonne vision, t'as fait pas mal de produits chez Phantom Buster, t'as fait beaucoup de growth, t'as été dans un poste de direction. Euh, c'est peut-être ton tour. Et donc, je suis passé par la case micro SaaS. Je ne connaissais pas le terme à l'époque. J'ai un peu découvert ça sur le tard en me disant, ah bah, micro SaaS, c'est quand tu réponds un peu à vraiment une monopane d'une certaine manière, avec un produit que tu montes un peu toi seul ou à petite équipe. Il y a plein de définitions, j'ai l'impression, mais moi je l'ai vu de cette manière. Tu aurais vraiment peut-être limite un produit mono-futur. Et donc je me suis formé sur le Bubble dans un premier temps, qui semblait être le point d'entrée, du moins la barrière qui permettait de détruire cette barrière avec le monde du développement, où il y a des outils de no-code, mais en réalité c'est du low-code Bubble. Donc vraiment incroyable cet outil. Je me suis formé en fait dessus avec un case. Avec un case, je jouais à l'époque à un jeu qui était assez connu, enfin une entreprise qui a fait pas mal buzzer, c'est qui s'appelle Sorare. Les NFT dans le monde du football. C'est une boîte, je crois, qui avait levé genre 500 millions d'euros en 2022 ou 2021, je sais plus. Et donc j'ai créé un peu un micro SaaS uniquement basé sur Bubble. Il se connectait à l'API de Sora. Et moi derrière je scrapais, en l'occurrence avec Phantom Buster, des données sur les joueurs blessés. Et je remontais les données de Sora. Et ça permettait de savoir lesquels de tes joueurs que tu avais sur Sora étaient blessés. Donc vraiment un petit use case, mais il y a eu pas mal d'utilisateurs. Allez, 300 et j'ai fait pas grand chose, j'ai juste utilisé Twitter. Mais sauf que ça c'était vraiment un test. Et sauf que Bubble, j'ai adoré, mais je sais pas. Je trouve que c'est quand même gourmand, Bubble, en termes d'énergie, en termes de structure, et leur modèle payant, tout de suite, tu dois payer alors que tu sais même pas si ton SaaS va marcher, etc. Je sais pas, j'étais un peu frustré. J'ai, euh, donc j'ai un peu laissé de côté cette idée de micro SaaS. Et évidemment, avec l'arrivée de ChatGPT, euh, je pensais pas que ça allait m'aider à ça, mais ça a ravivé cette flamme en moi où je me suis dit, mais attends, mais peut-être que ChatGPT, il va pouvoir m'aider à coder. J'ai toujours été un petit peu branché code, je suis un marketeur, je sais pas coder, même si j'ai du coup en bidouillant, en faisant des plans de tagage sur des sites internet, j'ai commencé à me familiariser avec du JavaScript et même par le passé pour faire des landing pages avec du CSS, avec du HTML. Mais là, ChatGPT, je me suis dit, mais attends, mais peut-être qu'en ayant un petit peu la bonne manière de réfléchir et en l'orientant de la bonne manière, il peut m'aider à générer des choses. Donc j'ai commencé à juste m'amuser avec ChatGPT. J'ai commencé à créer des petits scripts, un petit tool qui permet de résumer n'importe quelle page web. Je me suis dit, ok, why not. Puis j'ai fait la même pour un outil qui permet de faire ça sur des PDF. Ok. Bref, j'ai testé plein de petites choses. Et là, je me suis dit, ok, tu tiens peut-être ta manière qui va te permettre de ne pas dépendre d'un développeur, d'un Bubble ou autre, et lance-toi le challenge de monter un micro SaaS. Voilà, là je te mets la genèse. Maintenant, pour l'idée du micro SaaS, évidemment, je me suis dit, pars pas sur un truc trop costaud, pars pas sur une idée où tu devras passer par des interviews en amont, etc. Passe par une pain du quotidien que tu as et essaye de la résoudre avec un outil type micro SaaS. La plus grosse pain que j'ai depuis que je suis solopreneur, c'est de publier sur LinkedIn. C'est formidable de publier sur LinkedIn. J'ai rarement vu autant de traction en faisant ça. Autant de business, de connexion, de choses. J'ai lancé une formation, un petit aparté, j'ai lancé une formation. Sans LinkedIn, je pense qu'elle n'aurait jamais marché. Et grâce à LinkedIn, bah, y a des ventes qui se font toutes seules tous les jours. Et c'est assez dingue.
Mais LinkedIn, ça reste quand même euh, chiant pour moi. Euh, Tous les jours, j'arrive pas à créer une roadmap de contenu. Je suis obligé d'y aller un peu au quotidien, en freestyle et tout. Et donc, je me suis dit, bah, ChatGPT, évidemment, c'est révolutionnaire et ça doit pouvoir m'aider. Sauf que quand tu essaies de ChatGPT, tu lui donnes un sujet, tu lui dis salut, je veux une publication LinkedIn. T'as beau lui donner des consignes, voilà, s'il te plaît, fais des espacements de lignes, utilise le copywriting, ça. Je sais pas, j'ai jamais réussi. Et donc j'ai quand même creusé. Ensuite j'ai trouvé une méthode où il fallait aller plus loin que ChatGPT, il fallait un peu ajouter une surcouche par-dessus. C'est un peu la secret sauce du micro-SaaS, donc c'est pas quelque chose que je vends comme ça. Et, euh, et donc j'ai trouvé cette méthode pour générer des posts LinkedIn et je l'ai sassifié. Et cette fois, je l'ai sassifié en m'aidant de ChatGPT. ChatGPT était mon assistant développeur, mon assistant CTO. Je lui disais toutes mes problématiques, tout ce que je voulais comme fonctionnalité, et lui il me disait, bah voilà, tu vas mettre ça, tu vas mettre ce bout de code. Je lui renvoyais les erreurs que j'avais, il me disait, ah bah attends, regarde là, essaye de fixer comme ça. Et in fine, je me suis retrouvé à coder un micro-SaaS en Python, 100% en Python, et alors que Python, ça me faisait peur il y a encore 3 semaines, avec un framework. Même le mot framework, j'étais là en mode what? Non, je sais pas ce que c'est. Avec un framework qui s'appelle Flask. Les frameworks connus, je crois que c'est Django, Regular et tout. Angular. Je dis des bêtises. Voilà. Et je me suis retrouvé avec ce micro SaaS qui permet très facilement. Tu te logs, tu peux te loguer aussi avec Google, l'authentification Google. Tu choisis le type de poste, tu choisis la catégorie sous-jacente. Par exemple, un type de poste type actionnable, une sous-catégorie qui serait partager des bonnes pratiques. Tu mets ton brouillon. Par exemple, bah voilà, j'aimerais bien parler des 5 optimisations SEO on-page les plus importantes. Et là, le post, il se génère automatiquement à l'écran. Et franchement, dans 90% des cas, le post est de qualité. Alors oui, il faudra le retravailler légèrement pour certains points, mais je gagne un temps monstrueux à faire ça. Et donc, je l'ai sassifié. J'ai mis en place un petit modèle de paiement avec Stripe, etc. C'était vraiment un challenge. Et aujourd'hui, le micro-SaaS est live et j'ai une cinquantaine de bêta users en cours. Donc c'est vraiment trop cool. Ok. Chapeau pour ça en tout cas, c'est ultra propre. Question, ça t'a pris combien de temps pour coder ce micro-SaaS là? Combien d'heures? Ça m'a pris une semaine, sans Une compter semaine? Ok. tout le travail préparatoire de tester des petits outils, de mettre fait la main sur le côté un peu réflexion logique avec Bubble et tous les WordPress que j'ai pu faire par le passé. Parce que là, j'ai donc été sur Figma, j'ai fait le design, j'ai ensuite utilisé ChatGPT pour avoir le code un peu back-end, et toutes ces connaissances, je les ai rassemblées. Et en une semaine, je me suis mis un défi vraiment de sortir une V1 du micro-SaaS. Par contre, le produit en lui-même, c'est-à-dire la méthode de prompting qui a derrière l'outil, ça fait 3 mois que je la teste. Ok. Ok. Non, super intéressant. C'est vrai que moi je trouve, je sais pas qu'est-ce que t'en penses, mais je trouve que c'est vrai qu'on vit à une époque formidable où en fait il y a plus d'excuses pour ne pas créer des choses quoi. Là déjà le no-code était venu, ça avait déjà permis à beaucoup de choses d'avoir accès à des choses, mais quand t'as du no-code, quand t'as ChatGPT et quand t'as tout ça, en fait c'est une histoire de savoir effectivement comme tu dis bien, en tout cas poser les bonnes questions, savoir rechercher, être assez vif d'esprit pour comprendre les erreurs, etc. Mais après tu peux vraiment coder des choses solo quoi. C'est Donc dingue, c'est super vraiment intéressant. dingue, et surtout, pour moi, c'est la meilleure manière d'apprendre. J'ai toujours appris de cette manière, j'ai toujours appris par la pratique, en me cassant les dents. J'ai toujours été un peu genre réfractaire. Je dis pas que qu'il faut pas le faire, mais c'est moi. J'ai du mal à aller regarder des tutos, à aller regarder la documentation. J'ai tendance à me lancer en faisant et en me cassant les Ok. dents. Et ChatGPT, de cette manière, il me pond tout le code. Et je vais pas commencer à dire demain, ouais, bah, je suis dev, je sais coder en Python, je peux te coder un micro SaaS avec Flask. J'en suis incapable tout seul. Euh, mais entre ce que je savais faire il y a un mois et maintenant, je pense qu'il y a un monde d'écart. Parce que il y a des logiques qui tu comprends, tu dis ah mais attends mais c'est me dit de faire ça, c'est exactement la même chose que la fois d'avant. Et si j'ai juste à changer moi-même et ce qui est marrant, c'est que de moins en moins, je questionne ChatGPT pour faire des changements dans mon app. Je le fais tout seul. Et ça, c'est dingue. Et c'est là que je me rends compte, mais c'est incroyable. Je suis en train vraiment d'apprendre à coder. Et pour revenir, dire un dernier truc là-dessus, j'ai pas mal de contacts dans le milieu qui sont dev ou autres, et je remarque qu'ils me disent toujours, mais moi je sais pas tout.
je vais tout le temps regarder les documentations, je vais regarder Stack Overflow, je vais regarder les forums. Et c'est vrai, en fait. Le monde du dev, c'est pas une, on sait jamais tout. En fait, on apprend en permanence. Donc, la façon dont j'utilise ChatGPT, finalement, c'est une façon d'apprendre aussi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je sais que c'est vrai que les gens se disent beaucoup que les devs sont trop créatifs, tu crées toujours des nouvelles features, etc. Déjà, si tu arrives sur des produits en production, en général, tu éteins des feux ou es en train de résoudre des bugs le plus souvent. Et effectivement, en fait, faut juste que tu comprennes, et je pense que que ce que tu dis, c'est très juste. En fait, c'est de comprendre un peu la mécanique globale. Mais effectivement, tu passes ton temps à faire des copier-coller et à passer ta vie sur Stack Overflow, quoi. C'est ce que tu fais. En tout cas, moi, quand je faisais du dev 10 heures par jour, etc., c'était ça que je faisais, etc. Tu vois, tu peux pas tout savoir. De toute façon, c'est impossible de tout savoir. Ouais, Donc, non, mais c'est ce c'est que tu clair. fais. Et ce qui est bien, et moi en tant que marketeur, là où je suis trop content, c'est que je me mets à la place des devs. Par exemple, chez Phantom Buster, je bossais constamment avec des devs. Et tu vois, il y a toujours entre guillemets, ces deux mondes là, les tech, les non-tech dans une boîte. Et c'est trop bête parce que souvent ils Hmm. n'arrivent pas à parler le même langage. Tout ce qu'il faut, c'est arriver à se mettre sur la même fréquence. C'est pas avoir la même fréquence, mais trouver la même fréquence. Et je Hmm. pense que tout marketeur, tout product, tout gros marketeur, à minima, doit avoir un langage technique, un minimum de bagage technique. Parce que là, je me suis mis à leur place et je capte les trucs où tu te dis, ok, allez, je fais ça en 1 heure. Ah bah en fait non, ça fait 2 jours que je suis dessus. Parce que tu te retrouves sur de l'inconnu et c'est beaucoup plus compliqué. Ou alors penser à toutes les possibilités auxquelles tu penses pas. Tu vois, moi je me rappelle très bien, je suis arrivé, j'étais allé voir les devs, je leur ai dit bon les gars, allez, on met en place coupon pour Black Friday, moins 30% sur les 3 premiers mois pour la semaine pro, s'il vous plaît. Et là, ils m'ont dit quoi? Pardon? euh, Et moi, j'étais en mode bah ouais, ça va, c'est pas dur, non? Et en fait, j'avais pas capté tout ce qu'ils appellent les loopholes, toutes les histoires de conditions. Oui, mais s'il achète maintenant et qu'ensuite c'est pendant le truc. Et là, j'étais en mode ah ok. Oh. Et, euh, et bah là, je comprends beaucoup mieux tout ça. Et franchement, je pense que ça m'aiderait si demain je dois bosser à nouveau avec des devs ou en CDI ou quoi que ce soit. Mm. Mais tu sais, c'est marrant ça ce que tu dis parce que c'est vrai que moi aussi pour avoir fait du gloss et pour avoir bossé avec des devs, mais en ayant fait du dev avant, c'est vrai que d'entrée, comme tu dis, tu vois l'histoire de fréquence, c'est qu'une fois que les devs, ils sentent que, tu comprends de façon macro ce qu'ils font et que tu as un peu les mêmes logiques, je caricature, mais tu vois, je pense qu'aujourd'hui dans la tech, faut comprendre un call API, comment ça fonctionne, faut savoir c'est quoi un back-end, c'est quoi un front-end, comment ça s'articule en fait entre les deux. Et puis comment fonctionne un site web de façon globale, c'est quoi une base de données, etc. Une fois que tu as cette vision macro là, en fait, c'est beaucoup plus simple de travailler avec les devs, tu vois. Et moi, c'est comme ça que je réussissais à faire passer des features ou à faire passer des XP growth. Parce qu'en fait, tu expliques au mec, tu lui dis voilà, exactement ce que je veux, tu as ta user story qui est bien faite, tu as un petit schéma qui lui montre exactement. Le gars, il dit bon, il s'est quand même investi, donc on va travailler avec lui, tu vois. Mais si tu viens effectivement et que tu connais pas et que tu demandes des choses des fois qui sont un peu je dirais pas farfelu, mais c'est quasi impossible. C'est vrai que les gars, ils peuvent le prendre mal, et puis ça reste des humains, hein, tout le monde est humain, donc Mm. ils se disent, ah ouais, en fait, il comprend pas ce qu'on fait, donc non, flemme, on va pas travailler avec lui, quoi, tu vois. Ouais, ouais, tu mets le doigt sur quelque chose de très important. Ça va fluidifier la relation et ça va la renforcer même. Si tu arrives et que tu Mm, comprends un peu leurs problématiques, tu te mets à leur place, les devs seront beaucoup plus enclins. Sinon, ils vont se mettre de manière un petit peu, ils vont se refermer et c'est trop dommage. Comme tu dis, tu mm. vas pas pouvoir mener à bien tes expect growth ou aller sur des bonnes features. Donc ouais, ouais, c'est une très bonne remarque. Ça me fait penser. J'ai fait beaucoup de programmes d'onboarding. Avec Phantom Buster. Et si à l'avenir je dois en refaire dans un milieu SaaS, je pense que je dédie au moins une demi-journée sur tous ces basiques, comme tu disais, comprendre ce que c'est qu'une API, comprendre le langage qu'on utilise en interne, comprendre un peu les problématiques des devs, en restant, en vulgarisant évidemment. Mais je pense que c'est vraiment des prérequis aujourd'hui. Ouais, ouais, clairement, clairement. Ok sur ça, ben en tout cas super intéressant. Tu sais, tu disais tout à l'heure que tu avais du coup sur le microsas LinkedIn, tu as à peu près 50 bêta-testeurs. Ma question aujourd'hui c'est, alors de toute façon tu es au début, hein, mais comment tu prévois de faire tes différentes itérations? Une itération, pardon, je rappelle, c'est quand tu vas chercher en tout cas à améliorer ton produit ou à changer des choses ou à corriger des bugs ou peu importe, mais en tout cas à avancer pour tendre vers le produit en tout cas qui se rapproche le plus de ce qu'attendent tes utilisateurs. Donc comment tu vas gérer tes différentes itérations avec tes utilisateurs.
Là, je me mets tout juste dans cette phase. Donc déjà, en ayant fait un peu de product, je sais qu'il faut être assez rigoureux quand tu fais des phases de bêta. Et je pense que c'est le piège, c'est d'y aller un peu en freestyle. Ouais, salut, essaye le tool et donne-moi tes feedbacks. Et moi, je me contente un peu de ces vanity metrics de ouais, j'ai 50 bêta testeurs, c'est trop bien. Donc déjà, faut que je me pose assez sérieusement de qu'est-ce que je veux comme information et comment je fais pour m'assurer que je la récolte correctement. Je pense qu'il faut que j'arrive à identifier vraiment un peu les ICP dans ces bêta-testeurs, vraiment ceux à qui je résous une véritable pain, pour ensuite pouvoir les adresser et aller chercher un product market fit. Euh, donc j'ai toujours ce côté marketing qui revient en force, même si je devrais peut-être me concentrer d'abord sur le product, mais product market fit, bah, il y a le marketing, il y a le product dedans, hein, j'ai envie de dire. Donc ça va être ça. Et évidemment, beaucoup de tracking. Je sais pas si je réponds vraiment à ta question, mais je suis toujours, j'ai toujours adoré traquer les données. Et tu vois, j'ai vu beaucoup trop de boîtes où je leur disais, bon, niveau tracking, vous êtes où? Ah bah, et voilà, ils me répondaient comme ça. Et ils savaient pas en fait. Donc déjà tout de suite, moi, je mets en place tout un tracking. J'arrive à savoir exactement euh, ce qui se passe dans l'application. Je dis pas je traque les moindres faits et gestes, mais toutes les informations clés, par exemple les posts générés, avec quelles informations qui ont été données par l'utilisateur, quels résultats ils ont eu, le temps que ça a duré aussi, les appels API OpenAI, enfin plein de choses. Je traque vraiment plein de choses. L'idée, c'est vraiment de voir là où c'est performant, là où ça l'est moins. Et comme ça, derrière, du quanti, du quali, euh, et j'améliore le produit. J'ai plein de features en tête, évidemment, mais je me limite. Je veux absolument pas les sortir alors que j'ai pas de retour utilisateur terrain. Je pense que ce serait une grosse bêtise d'investir du temps supplémentaire alors alors que je suis en phase bêta pour le moment, que je viens de la lancer tout juste. Euh, donc voilà un petit peu où j'en suis. Et je suis pas encore sûr de mon ICP, même si j'ai une petite idée, mais je veux l'affiner évidemment avec ces bêta users. Mhm. Ok. C'est quoi ta stack dis-moi, c'est quoi les outils que tu utilises pour traquer aujourd'hui, que tu préfères? Là, je fais du tracking très basique dans ma base de données. C'est-à-dire que tous Mhm. les posts générés, je les remonte dans ma base de données. Ma base de données qui est Airtable. Euh, c'est formidable, Airtable, parce que c'est un peu la jonction entre les deux mondes. Entre le côté un peu voilà, growth marketing et le fichier Excel, quoi. Vraiment les vraies fonctionnalités d'une base de données. Donc moi, ça me faisait peur d'aller sur la vraie base de données, donc je suis très content d'utiliser Airtable. Même si ça a des limites, ça scale pas très bien, visiblement. Mais ça, c'est vraiment si l'application marche fort. Donc ce serait des problèmes de riches, entre guillemets. Donc dans Airtable, je remonte tout. Et ensuite, j'utilise Google Tag Manager pour aller traquer, vraiment faire des événements. Je crois, si je dis pas de bêtises, c'est du JavaScript derrière. Enfin, ça traque Ah, c'est tous JavaScript. les. Ouais, et ça traque tous les événements, les clics sur le bouton, sur le machin. Euh, Là, l'application, c'est vraiment un micro SaaS très basique. Donc, il n'y a pas grand-chose à chercher. Il y a les posts générés, il y a les sessions, les événements de où est-ce que tu as cliqué, sur quelle page tu es allé, combien de temps tu es resté, les web analytics classiques, quoi. Et ensuite, les analytics de type business, de type argent, bah, c'est avec Stripe que ça remonte aussi. Mais par contre, ça faudrait vraiment quand même que je l'intègre dans mes analytics pour pouvoir mais ça viendra dans un second temps, je suis en phase de bêta. Mais dans un second temps, évidemment, quand il y aura des paiements, etc., ou des comportements vraiment qualitatifs, des conversions, il faudra absolument que je sache d'où ça vient, qu'est-ce qui s'est passé avant, quoi. Ok, ok. Non, super intéressant. Ok, ok. Et donc du coup, donc si on a bien compris, donc toi tu avais un pain point, tu as créé un outil, donc déjà au moins tu es sûr que toi tu seras un utilisateur du produit. Et c'est vrai que, en tout cas de ceux que j'ai interviewés, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple quand tu résous un propre pain point, puisque du coup c'est, je mets des guillemets encore une fois, mais c'est plus facile de te mettre dans tes propres baskets, dans le sens où tu vas être un utilisateur de ce produit-là et que tu vas voir en fait ce qui est, en tout cas au niveau de l'UX même par exemple, ce qui est pertinent ou pas. Est-ce que, tu vois, tu fais des micro-SaaS. Donc là, j'ai une question un peu, je mets des guillemets encore une fois, existentielle pour toi. Tu fais des micro-SaaS. Aujourd'hui, Nailé, est-ce qu'il est focus business lifestyle? C'est-à-dire, je fais des micro-SaaS, je crée mon univers, ça supporte mon lifestyle,
et ça me va très bien comme ça. Donc, je caricature, mais j'essaie de travailler le moins possible. Mais par contre, justement, de dégager du temps pour, je sais pas, passer du temps avec tes proches ou faire d'autres choses, faire d'autres activités. Ou est-ce que, Naïlé, c'est, je commence par des micro-sas, mais les gars, faites attention parce que je suis venu retourner à une industrie. C'est quoi ton mindset sur ça? Au début, en sortant de ma dernière expérience, là, comme je disais, j'étais vraiment en mode entrepreneur, comme je le voyais à Station F. Des gens qui se dédient jour et nuit à un produit, à vouloir le faire marcher, à vouloir que ça cartonne, à scaler, ce que tu veux. Mais je me suis vite rendu compte que j'arrivais pas, que j'étais beaucoup trop éclectique dans mon approche et j'avais besoin d'explorer. Et je suis beaucoup plus serein depuis que je suis d'accord avec moi-même là-dessus. Parce que tu sais, quand on commence et qu'on fait un peu, on papillonne, bah au début on brasse de l'air. Et j'étais pas très fier de moi. Tu vois, j'étais pas très fier de moi, je brassais de l'air, pendant un mois je faisais un truc, puis un autre mois je faisais un autre truc, et au final, aucune cohérence. Et donc tu vois, ces fameux biais d'engagement où je m'étais engagé à monter au début un SaaS, puis après très vite je me suis dit, ah non, c'est trop engageant, donc je vais monter un truc qui va me prendre peut-être 3 jours par semaine. Je pensais monter une agence de placement d'équipe growth marketing dans des startups. Et puis je me suis dit, ah c'est trop exigeant, je vais faire un truc un peu plus simple au début, je vais placer juste des CMO, des profils assez polyvalents. Je me caractérisais un peu comme ce genre de profil. Je me disais, bah ouais, c'est super pertinent pour des boîtes qui viennent de faire une série A. Et en fait, je sais pas, j'avais trop d'idées qui venaient de micro-SaaS, de formation et tout. Et après, ChatGPT est vraiment, on va pas se mentir, hein, ChatGPT est arrivé en mode, bah les gars, qu'est-ce qui se passe? Moi, ça m'a complètement mindfuck. Vraiment. J'étais en mode, mais attends, est-ce qu'il n'y a pas un FOMO, mais aussi une logique de, mec, est-ce que c'est pas en train de tout révolutionner? Même si ça retombe assez rapidement, parce que ça rentre dans les mœurs, je sais pas si c'est le terme, mais ça se Ouais. démocratise finalement. L'IA, on le voit partout, et limite, ça devient relou. Tout à l'heure, j'ai essayé un outil qui génère des landing pages. Je me suis dit, ah, trop bien. Et sauf qu'il disait, génère avec l'IA. Il y avait un bouton IA en gros. Et comme sur Notion, ils veulent absolument que tu utilises l'IA. Mais non, en fait, les gars, moi, j'ai envie d'utiliser Notion sans l'IA. Bref, ça c'est un autre sujet. Mais Ouais. pour revenir là-dessus, c'était une volonté d'essayer des choses, d'explorer. Et depuis que je suis en phase avec ça, bah, j'explore. Ce micro-SaaS, je l'ai en tête depuis 6 mois. Je savais pas quel micro-SaaS j'allais faire, mais dès que j'avais une idée qui me paraissait cohérente, j'allais la lancer. Bah, je l'ai fait. ChatGPT, je me suis rendu compte que je l'avais poncé et que tous mes potes, ils m'appelaient pour avoir des infos et tout. Et je me suis dit, bah attends, fais une formation. Test, why not? T'as toujours voulu faire une formation par le passé, tu l'as jamais fait. T'étais en train d'enregistrer, t'étais pas content de ta voix, t'avais l'impression d'être un imposteur et tout. Ok, bah fais-le. Et j'ai fait une formation de ChatGPT. Euh, et maintenant, en fait, je vais sur des projets que je suis sûr que je peux livrer. Parce que je m'étais lancé aussi dans l'écriture d'un bouquin sur le gross marketing cette année. Et sauf que j'avais compris que c'était plusieurs mois de travail. Et j'arrivais pas en fait, à me concentrer dessus, à publier sur LinkedIn, à faire un micro SaaS que je voulais. Donc ça, je l'ai mis en stand-by, tant pis. L'agence, j'ai mis en stand-by. Maintenant, je délivre des projets, et au fur et à mesure, je suis content de ces petites briques. Bah, je construis mon univers. Et donc, pour répondre à ta question, non, ce micro SaaS, aujourd'hui, il s'intègre dans mon univers. Mais ça veut pas dire que ça peut pas devenir quelque chose de beaucoup plus costaud. Et je serais complètement OK de mettre tout en parenthèse et aller all-in là-dessus. Ok, ok. Dans ton discours, je décèle, et dis-moi si je me trompe, que tu as quand même pas mal de curiosité. Comment tu arrives à jauger, ou en tout cas, parce que des fois la frontière est mince. Je te dis ça parce que, en tout cas, moi j'ai ce truc-là aussi parfois. La frontière est mince entre syndrome de l'objet brillant, donc il y a un nouveau truc, tu te dis, waouh, ça a l'air de tout dérailler, etc. Et en même temps, juste en fait, tu es peut-être quelqu'un de curieux. C'est-à-dire que peut-être qu'effectivement, comme tu dis, tu aimes bien travailler 2 heures sur ton micro SaaS, peut-être que tu vas travailler 1 heure sur ta formation, peut-être que tu vas travailler 1 heure à faire du consulting, etc. Comment tu arrives à te dire, à être suffisamment engagé sur un sujet, mais en même temps te laisser la liberté de dire, ben, écoute, j'ai quand même envie de changer de sujet, peut-être, ça peut être à la semaine, ça peut être à l'heure, peu importe, mais j'ai envie de changer. Comment tu arrives à gérer un peu cette frontière-là? Euh,
là, on est plus dans un registre un peu comment je m'organise, tu veux dire, Ouais, comment je ouais. priorise. Le syndrome de l'objet brillant, dans mon métier de grosse marketeur, euh, il est omniprésent, mais je pense que c'est dans beaucoup de métiers. Je parle de mon métier parce que j'étais dedans, mais je pense que c'est le cas de beaucoup de métiers, où la dernière idée, c'était toujours la meilleure. Et les idées de la semaine dernière qui étaient magnifiques, incroyables, bah en fait, elles sont moins bien que la dernière idée. Ça, je pense que j'avais réussi à vraiment la temporiser et la théoriser, limite, ce concept, pour m'en détacher. Mais ça veut pas dire que ça m'arrive pas tous les jours. Euh, et je me rends compte que j'ai beaucoup de mal à mettre dans mon backlog une idée qui m'excite vraiment et de la laisser tranquille dans mon backlog. Je suis obligé de la tacler un minimum. Je suis obligé en fait d'aller faire une sorte de MVP de l'idée, tu vois. Et c'est encore un truc que j'ai un peu débloqué chez moi, c'est que bah, je suis en accord avec ça. Je te donne un exemple. Il y a la semaine d'avant, pas la semaine dernière, mais celle d'avant, j'avais le vendredi, je devais bosser sur une itération de ma formation de ChatGPT machin. Et en fait, j'ai trouvé un workflow avec Make qui me permettait, avec Make et Phantom Buster, qui me permettait d'aller générer des rapports automatiquement par email euh, de tes publications LinkedIn. C'est-à-dire, tu pouvais voir tes stats, etc. Et j'ai trouvé une technique qui permettait de faire ça, et vraiment, j'enverrai celui de Magnette dans pas longtemps. Tu entres ton profil LinkedIn, et 15 minutes après, tu reçois une analyse complète via un Google Sheet personnalisé, etc. Et en fait, dans ma tête, depuis longtemps, je voulais faire ça, mais j'avais pas trop trouvé la solution. Et dans ma tête, je me suis dit, ah, mais attends, on a peut-être trouvé la solution avec Make, etc. Et j'avais qu'une envie, c'était de le mettre en place. Et bah tant pis. J'ai passé mon vendredi à le faire. Vendredi soir, ça marchait. Euh, et bah j'ai décalé d'un jour ce que je voulais faire pour ma formation. Tout ça pour dire que, bah en fait, ouais, en fait, je me laisse aller au fil de l'eau, mais surtout, ma manière de faire, c'est de faire des MVP de ces idées pour pouvoir me décharger et aller sur autre chose. En fait, j'arrive pas à faire trois choses en même temps dans une journée. Euh, ça me bouffe trop d'énergie. J'ai essayé par le passé. Un temps, je me suis dit, bah vas-y, je vais faire 2 heures de bouquin, 1 heure pour mon post LinkedIn, et cet après-midi, je bosse tranquillement sur l'agence. Impossible. Mais impossible. Je suis obligé de me mettre des espèces de sprint ou ce que tu veux sur un sujet pour atteindre une itération qui me convienne, et ensuite je peux passer à un autre. Et depuis que je fais ça, je suis beaucoup plus serein. Je finis pas mes journées frustrées où je me dis putain mais j'ai rien fait, j'ai pas avancé. Donc voilà un petit peu ma manière de faire. Ok, 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 super. Est-ce que tu as lu le bouquin The One Thing Non, je de, l'ai je pas sais lu. plus c'est qui l'auteur. Ok, je te dis ça parce que c'est Guillaume qui me l'a, Guillaume qu'on connaît tous les deux. Shout out to Guillaume. Guillaume en fait qui m'a conseillé ce livre-là et c'est vrai que je l'avais lu et c'est vraiment un truc, mais ça shift le cerveau, tu vois, de se dire effectivement, bah écoute, je vais choisir une tâche et je vais l'exécuter du mieux possible, effectivement comme tu dis, pour passer à une autre. Et c'est vrai que en tout cas, ça m'avait beaucoup aidé quand je l'avais lu en tout cas ce livre-là, donc même un Ok. résumé, je pense que ça peut faire l'affaire, mais c'était vraiment intéressant, quoi. Ah bah oui, les résumés, ça me parle. je, je voulais faire un microsas de résumé de livre ChatGPT, mais ça apporte pas assez de valeur. Donc j'ai partagé le prompt Ouais. sur LinkedIn, ça a bien buzzé. Ok, 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 ok. Et ben d'ailleurs, parce que, alors tu vois, là, t'évoques plusieurs choses. T'évoques, donc, tu m'as dit que tu as fait un microsas avec du Flask et du Python. Tu as parlé d'un outil comme Airtable. Tu as parlé du coup de Call API avec Make. Ma question aujourd'hui, comment, parce que tu m'as dit que tu passais par la pratique, mais comment tu continues de te former sur les nouveaux outils? Est-ce que tu entends parler d'un outil et tu te dis, bon ben, ça pourrait un jour entrer dans une stack technique? Comment tu continues de te former sur les outils? Parce que du coup, tu m'as dit que tu passes beaucoup par la pratique. Est-ce que, parce que tu m'as dit que tu regardes pas de tuto non plus. Donc, est-ce que c'est vraiment que par la pratique, que par un projet que tu apprends les outils? Ou est-ce que tu les penses un petit peu, je sais pas, tu fais l'onboarding classique et après tu montes dessus avec un outil? Ouais, vraiment par la pratique, hein. Vraiment par la pratique. Mhm. Après Bubble, je m'étais fait un tuto parce que je suis pas non plus obtus. Euh, Parfois, un tuto, tu te forces à regarder 30 minutes, tu gagnes une journée. Euh, Mhm. il y a des fois, faut y aller quand même. Et finalement, en fait, ce que fait ChatGPT, c'est semi-tutorialisé. Parfois, un tuto, c'est aussi faites ci, faites ça, faites cela. Et ChatGPT, c'est ce qu'il me dit. Donc finalement, c'est un peu des tutos. Mais c'est vrai que j'ai du mal à faire des onboarding ou autre. Et je sais que c'est un peu une erreur, c'est un peu mon côté impatient.
Et, mais ça, je fais quand même gaffe. Dès que je vois qu'il y a un mur, j'essaye toujours l'outil. J'essaye de manipuler, et dès que je me dis, ok, là, je capte vraiment rien, je me force, je me mets une demi-heure, 2 heures. Bubble, je crois, j'avais fait un tuto vraiment de 2-3 heures pour vraiment emmagasiner et ensuite me lancer. Euh, mais donc, ouais, la forme. Non, non, c'est vraiment genre par la pratique, tu vois, j'avais pas fait de. Ça faisait longtemps que j'avais pas touché à Google Analytics, et là, c'est en montant des projets, bah, je me remets dans Google Analytics et je vais aller creuser. Et là, je me dis, ah bah, comment on gère déjà le cross-domain tracking avec Google Analytics? Je savais le faire avant, maintenant, je sais plus tout le faire. Et bon, bah voilà, en pratiquant, je suis allé chercher comment le faire, mais je suis quand même allé chercher la réponse. Mais je ne vais pas me former juste pour me former en amont, en tout cas. Je me forme dès que le problème vient devant moi. Ok. Ok, ok, ok. Super, super, super. Euh, Petite question. Tu te vois où dans 5 ans? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as déjà réfléchi? Mais écoute, comme je sais pas ce que je vais faire dans un mois, ni dans 3 mois, c'est dur de répondre, mais dans un monde idéal, sur une fonction d'encadrement, d'orchestration. C'est pas vraiment le bon terme. J'ai pas envie de dire de dirigeant ou de patron, quoi, mais vraiment, genre, euh, j'ai adoré être un peu à la stratégie. Et, euh, et que ce soit pour une entreprise en tant qu'entrepreneur, ou même que ce soit sur d'autres projets, je me, tu vois, limite, je me verrais bien. Ça fait partie de ce côté curieux. Je suis très curieux. J'aimerais vraiment tester d'ouvrir un business physique un jour et de ramener un peu tout ce que j'ai appris avec le Ok. digital dans du physique. Et j'aimerais bien faire ça. Euh, et limite, bah, je serais OK avec l'idée d'avoir plusieurs entités et d'être un peu à la baguette là-dessus, tu vois. Donc c'est plus ce côté être à la baguette sur différentes entités, du moins sur un gros projet qui a bien marché. C'est euh, c'est vraiment ça que là-dedans je me vois. Ok. Super, super, super. Est-ce que tu aurais, peut-être pour finir, peut-être quelques ressources ou quelques conseils, parce que je pense qu'effectivement avec le growth, tu as vu, ça demande, comme tu disais, hein, pas mal de connaissances, de compétences. Demain, quelqu'un voudrait se lancer, ou veut se lancer, ou veut créer son produit, sa formation, peut-être même veut faire du consulting, veut vendre ses prestations, peut-être veut faire une agence, peu importe. Ce serait quoi les ressources et les conseils que tu lui donnerais? Euh, les ressources, bah, c'est bateau, hein, mais YouTube et ChatGPT, c'est juste incroyable tout ce que ça permet de faire. J'ai l'impression qu'on peut tout faire. Tout à l'heure, je t'ai beaucoup dit que je regardais pas beaucoup de vidéos, mais c'est quand même fondamentalement faux. Je m'imprègne toujours quand même de choses. Tu vois. Avant de monter une formation, j'avais jamais monté de formation. Je savais même pas où fallait aller pour trouver un logiciel pour héberger sa formation, etc. Donc j'ai quand même un peu creusé. J'ai regardé 2-3 vidéos YouTube. Et donc c'est le savoir ultime qui est là-dessus. Ensuite, pour tout ce qui est code et tout, ChatGPT, ça quand même, franchement, c'est monstrueux. Je crois que pas grand monde a capté que ChatGPT te permettait vraiment de briser une barrière avec le monde du dev. Et même si tu n'as jamais fait de dev et tu dis, ouais, mais Nailé, il connaît un petit peu vu ce qu'il dit, et ben tu lui dis à ChatGPT, tu lui dis, je suis méga débutant, donc tu me donnes pas à pas vraiment toutes les étapes. C'est-à-dire qu'il va te dire ce qu'il faut mettre dans ce qu'on appelle le terminal. Il va te dire, tu appuies sur CD, tu ouvres ton document et machin. Et donc vraiment, tout est possible. Et donc pour moi, la meilleure manière d'apprendre, bah, c'est de tenter, c'est d'essayer. On a à disposition tout ça. Euh, je sais pas, une idée bête, demander, créer un scrapper avec ChatGPT. Vraiment, ça se fait en 10 minutes. Et ça, c'est un truc qui m'avait toujours fait un peu halluciner, les scrappers. Bon, j'ai bossé dans une boîte qui faisait du scrapping, mais de monter un propre scrapper en Python, je me suis dit, waouh, c'est un truc de ouf. Et non, j'ai monté un scrapper et ensuite tu comprends très vite. En fait, c'est des blocs de texte à remplacer finalement. C'est une librairie à importer, il t'explique tout, ChatGPT. Et j'ai créé mon propre scrapper. J'ai scrappé, je sais pas, j'ai fait des tests bidons, mais je crois que j'avais scrappé des recettes marmitons pour me faire un petit fichier de recettes facile à consulter quand j'ai pas d'idée, quand je vais faire mes courses, quoi. Bref, c'est vraiment ce que je recommande. Donc, les deux manières de faire, c'est pratiquer, faire des sides, toujours des sides. Je pense que j'en suis à mon 15e, 20e side. Et, et voilà.
Ok, super. Ouais, mais en tout cas, c'est vrai que je te rejoins dessus. C'est vrai que faire des projets, en fait, il n'y a pas meilleur moyen que de mettre les mains dans le cambouis pour vraiment comprendre ce qu'il en est, quoi. Donc, en tout cas, Et être curieux, ultra, ultra intéressant. Ouais, mais être clairement, curieux. clairement. Mm. Et je pense qu'on a tous les deux fait des recrutements de growth ou autre. Moi, je sais que c'est à ce moment-là que j'arrivais à différencier les passionnés, ceux qui vraiment allaient chercher l'information ou autre. C'était quand j'avais un use case, je voyais en fait comment, parce qu'en théorie, tout le monde peut être fort en théorie. C'est-à-dire que tout le monde peut te dire voilà ce qu'il faut faire en général, etc. et tout, mais dans la pratique, tu vois très vite ceux qui s'en sortent et ceux qui ont un peu plus de mal, tu vois. Et du coup, c'est vrai que Ouais. pratiquer, c'est super important. Et transmettre aussi. Je pense que ça, je l'ai pas dit, mais je donne beaucoup de cours depuis que je pense savoir des choses. En tout cas, un petit peu de choses. Et je sais que transmettre, ça te permet, et ça, c'est pour ça que j'avais pour objectif d'écrire un bouquin sur le gross marketing. C'était pour combler mes lacunes en premier lieu. Et transmettre, ça te force à faire un peu un état des lieux de ce que tu sais, de ce que tu sais pas, et de la manière dont tu l'expliquerais à une audience plus débutante. Et ça, je trouve que c'est juste dingue euh, pour confirmer un peu ton savoir, confirmer et pour aller apprendre. Donc ça, c'est la reco que je donne. Faut être ouvert à donner des formations, à aller intervenir en école sur un module X ou Y. Les écoles sont toujours intéressées par les profils qui sont motivés. Et c'est ça que je ne captais pas au début. Au début, j'avais 27 ans, je me disais, mais attends, j'ai 3 ans d'expérience, à quel moment je vais donner des cours en école de commerce J'ai pas assez d'expérience. Et en fait, j'ai compris après que les profs ou les recruteurs d'écoles de commerce qui veulent, ou pas que d'écoles de commerce, hein, n'importe quoi, ils veulent, c'est des gens qui aient envie de partager, qui sont motivés. Et à partir du moment où tu es motivé, bah, tu vas pas chercher à enseigner n'importe quoi, tu vas chercher à faire des cours quand même cohérents, donc tu vas te faire de la recherche et tout. Et juste ça, c'est ultra bien, quoi. Ok. Ouais, non, super, super intéressant. Ok, bah dis-moi, où est-ce qu'on te retrouve si les gens ils veulent rentrer en contact avec toi, ou s'ils veulent échanger avec toi, ou s'ils veulent faire une de tes formations, ou tester un de tes micro SaaS. Donc, où est-ce qu'ils te retrouvent? Sur LinkedIn, hein, LinkedIn, c'est the place to be. Ça, je l'ai pas trop dit, mais la première chose que je me suis dit, sur laquelle il fallait que je level up, c'est sur LinkedIn, clairement, en me lançant à mon compte tout seul. Il n'y a rien de mieux pour faire ce qu'on appelle, je trouve, ce fameux, je sais pas si c'est le bon terme, mais le cold start problem, c'est-à-dire te lancer en partant de rien. Il n'y a pas de SEO, il n'y a rien. Tu passes par LinkedIn, c'est juste formidable. Hmm. Et donc, Ok, ouais, ok. on peut me retrouver sur LinkedIn. Parfait, top. Mais écoute, en tout cas, merci beaucoup Naïlé pour toute la valeur que tu as apportée. C'est ultra, ultra cool. Et puis, je pense que peut-être d'ici quelques temps, peut-être qu'on va se retrouver pour que tu nous dises où en sont tes micro SaaS, qu'est-ce que tu as fait, etc. Est-ce que tu as fait une billion ou pas? Donc, super intéressant. En tout cas, merci. Et Ouais, puis, ben, on se dit à très vite du coup. carrément. Bah, merci Jérémy de m'avoir invité. C'était un plaisir. Et à bientôt. Salut, ciao, ciao. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et que vous en êtes sorti grandi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un avis positif sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Cela nous aide beaucoup. Les liens évoqués durant cet échange sont en description de l'épisode. Ce fut un plaisir pour moi de vous accompagner durant ce moment. Je vous dis à très vite et souvenez-vous qu'il suffit d'1% d'upgrade pour évoluer.